Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce 27 décembre. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, décoré de la médaille d'or du premier degré de l'Union arabe du sport militaire, une distinction reçue au nom du général d'armée lors de la cérémonie de clôture du 3e championnat arabe militaire de boxe. Retour dans ce journal sur les orientations données par le président de la République à l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-Wali, ainsi que les conclusions de cette réunion, des orientations saluées par des parlementaires des deux chambres du Parlement. Économie dans ce journal avec cette dynamique que connaît le secteur des mines ces derniers temps. Cette ressource considérée comme l'un des piliers de la relance de l'économie nationale en vue de réduire la facture d'importation et de renforcer les exportations hors hydrocarbures. Et en cette fin d'année, retour sur les acquis réalisés par la cause sahraoui durant l'année 2024, notamment les décisions de la Cour de justice européenne qui ont ruiné définitivement les allégations du Maroc sur sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. Tourisme pour terminer, si vous êtes à court d'idées pour vos vacances d'hiver, nous vous proposons une destination de rêve à la découverte du lac Tonga à l'est du pays, un site Ramsar qui abrite de nombreuses espèces rares et où transitent de nombreux oiseaux migrateurs. Bienvenue à tous, en signe de reconnaissance pour son soutien permanent au sport militaire et sa contribution à la concrétisation du slogan de l'Union arabe du sport militaire. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a été décoré hier de la médaille d'or du premier degré de l'Union arabe du sport militaire, une distinction reçue par le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du MDN, lors de la cérémonie de clôture du 3e championnat arabe militaire de boxe de l'Union arabe du sport militaire qui s'est déroulé au niveau du centre de regroupement et de préparation des équipes militaires de Ben Aknoun en première région militaire. Et cette distinction a eu lieu en marge de la cérémonie de clôture du 3e championnat arabe militaire de boxe de l'Union arabe du sport militaire, une cérémonie supervisée par le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Dans son allocution de clôture, le secrétaire général du MDN a souligné notamment l'importance du sport dans la consolidation des relations entre les armées et les peuples. Sarah Derbel. Le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a supervisé la cérémonie de clôture du 3e championnat arabe militaire de boxe de l'Union arabe du sport militaire, au niveau du centre de regroupement et de préparation des équipes militaires de Ben Aknoun en première région militaire. La cérémonie de clôture de cette compétition sportive internationale s'est tenue en présence de membres du gouvernement, des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, des représentants du corps diplomatique des pays participants, du président de l'Union arabe du sport militaire de la Ligue arabe, ainsi que les chefs des délégations sportives participantes et des figures du sport national. Dans son allocution de clôture, le secrétaire général du MDN a souligné l'importance du sport dans la consolidation des relations entre les armées et le peuple, avant de féliciter les vainqueurs de ce championnat, tout en souhaitant à l'ensemble des participants davantage de succès lors des prochaines compétitions. Le bon déroulement de ce 3e championnat arabe militaire de boxe que l'Algérie a eu l'honneur d'abriter met en lumière l'importance majeure du sport dans l'établissement de l'entente et du dialogue entre les peuples du monde entier. Nous avons assisté à ce championnat qui a été marqué par une compétitivité loyale, dans la transparence et dans un esprit sportif de haut niveau.
Alors que je présente mes sincères félicitations aux athlètes et aux équipes couronnées. Je tiens également à saisir cette occasion afin d'encourager l'ensemble des participants qui n'ont pas eu la chance d'être consacrés à faire preuve de persévérance et de détermination pour davantage de succès lors des prochaines compétitions. Cette compétition, qui a mis aux prises 35 pugilistes, a été marquée par un très haut niveau sportif et de fair-play entre les boxeurs des différentes catégories. Et c'est clôturé par la remise de médailles et de trophées aux vainqueurs, où notre sélection nationale militaire a pris la tête du podium avec 12 médailles d'or et 1 médaille d'argent. La deuxième place est revenue à la sélection tunisienne avec 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Alors que la sélection de l'Arabie Saoudite a occupé la 3e place avec 5 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Nous en parlions en titre. Des parlementaires des deux chambres du Parlement ont salué les orientations données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-Wali, tenue les 24 et 25 décembre courants, ainsi que les conclusions de cette réunion. Mariam Damis. Lors de la rencontre gouvernement Wali, le vice-président de l'APN a souligné l'importance de ce rendez-vous qui se tient en début du mandat présidentiel et qui a pour objectif de définir la feuille de route des collectivités locales, notamment avec la promulgation du code communal et celui de Wilaya. Des réformes qui permettront de focaliser les efforts sur la création de richesses et l'investissement local grâce à l'élargissement des prérogatives des présidents des APC. Dans le même sillage, un député du parti MSP a qualifié cette rencontre en tournant crucial pour passer en revue les dossiers de développement, le progrès accompli et l'interaction avec les nouvelles lois, notamment en matière d'investissement, mais aussi la vision prospective des collectivités locales. Par ailleurs, un député du groupe des Indépendants a estimé que cette rencontre a véhiculé des messages porteurs pour la relance du développement local en appelant à une gestion plus performante des Wali pour maximiser l'impact des réformes. De son côté, le député du mouvement Albina a souligné que l'objectif principal de la rencontre était d'élargir la concertation entre l'exécutif et l'administration locale, notant que les ateliers ont permis d'aborder des points cruciaux. À ce propos, le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la Nation a évoqué l'importance des codes communaux et de wilaya adaptés à l'investissement, soulignant que l'Algérie se prépare à se lancer dans l'investissement dans divers domaines. Pour sa part, le membre du Conseil de la Nation a salué la politique de dialogue du président de la République et a affirmé que les conclusions de cette rencontre marquaient un tournant dans le développement local, soutenu par un budget important. Nous en parlions en titre avec de nombreux investissements. Le secteur minier connaît une vraie dynamique ces derniers temps. Cette ressource est d'ailleurs considérée à juste titre comme l'un des piliers de la relance de l'économie nationale. Une démarche qui s'inscrit dans l'objectif de réduire la facture d'importation et de renforcer les exportations hors hydrocarbures. L'Algérie a enregistré cette année des résultats remarquables dans la production et l'exportation de plusieurs minerais à forte valeur ajoutée, nous dit Mariam Damis dans ce papier. Le lancement de la première étape du projet intégré de valorisation du phosphate, grâce à des compétences algériennes qualifiées, concrétise le partenariat entre Sonatrach et Sonarem, deux groupes qui aspirent à développer cette ressource stratégique pour renforcer le développement socio-économique. C'est un début prometteur et positif sur le plan économique avec le lancement de la transformation locale du phosphate algérien et la création d'un pôle industriel minier dans les wilayas de Tebessa, Soukharas, Guelma et Annaba. D'une longueur de 422 km, la ligne minière Est est un projet stratégique majeur conçu pour renforcer les infrastructures liées au développement du projet intégré de phosphate. Les travaux de réalisation de la ligne minière ouest reliant Béchar Tindouf et Garage Bilet sur une distance de 950 km avancent à un rythme accéléré. Ce projet stratégique servira de liaison essentielle pour acheminer le minerai de fer par train vers les sites de transformation industrielle.
Une nouvelle usine a été mise en service à Ain Barbara Annaba pour le traitement du fledspat. Elle répondra aux besoins de l'industrie nationale en céramique et en verre. Son exportation pourrait débuter dès l'année prochaine. L'usine de production de bentonite à Marnia et Tlemcen constitue un atout stratégique. Ce minéral industriel essentiel pour le forage des puits pétroliers, le forage hydraulique et les travaux de génie civil vient renforcer les capacités industrielles du pays. L'usine de Mascara produit du carbonate de calcium, une matière première clé utilisée dans diverses industries de transformation. Considéré comme l'une des plus grandes réserves mondiales de zinc et de plomb, le gisement de Talla Hamza à Amizour de Béjaïa est un projet qui vise à extraire ces minerais et à créer une usine de traitement pour alimenter l'usine de Razawat à Tlemcen, ainsi à exporter le surplus. Un contrat a été signé pour la réalisation d'une mine de zinc et de plomb dans la commune de Talla Hamza et Oued Amizour, située dans la wilaya de Béjaïa. Ce projet comprend également la création d'une usine de traitement pour ces deux minerais entre la société mixte WMZ Western Mediterranean Zinc, désormais renommée Béjaïa Zinc et Plomb, et l'entreprise chinoise Sinosteel. Cette année, les travaux pour aménager les passages menant à la mine ont également débuté afin de lancer la phase de construction dès 2025. Nous avons cessé les importations et je vous informe que l'année 2024 s'est également distinguée par la diversification des exportations hors hydrocarbures, notamment grâce au phosphate, au zinc et au bentonite, pour un total avoisinant les 200 millions de dollars. C'est un très bon chiffre comparé aux années précédentes. De nombreux projets sont prévus pour 2025, dont une usine de raffinage d'acier à Garage Billet avec une capacité de 2 millions de tonnes par an. En procédant à la transformation locale des ressources brutes, l'activité minière se positionne comme l'un des fondements de la transformation économique, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux hydrocarbures. Une page d'histoire à présent. Il y a 46 ans, jour pour jour, est décédé Houari Boumediene, deuxième président de l'Algérie indépendante. De son vrai nom, Mohamed Boukhrouba, est l'une des figures importantes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, autant par sa participation à la lutte pour l'indépendance que par son parcours à la tête du pays. Houari Boumediene a jeté les fondements d'un État fort et souverain, nous dit Raouf Hamouche dans cette évocation. C'est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire contemporaine algérienne. Celle de Houari Boumediene, né Mohamed Boukhrouba, un dirigeant charismatique et visionnaire qui a marqué son époque par son rôle dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et son ambition de moderniser le pays. Boumediene a vu le jour le 23 août 1932 dans le village de Bni Addi à Guelma. Issu d'une famille modeste, Houari Boumediene a grandi dans un environnement rural. Très tôt, il s'intéresse à l'éducation religieuse et poursuit des études coraniques avant d'intégrer des institutions modernes comme la prestigieuse université d'Al-Azhar au Caire. Ce double parcours à la fois traditionnel et intellectuel force sa vision politique et son engagement pour la cause algérienne. Quelques années plus tard, en 1954, avec le déclenchement de la guerre de libération, Boumediene rejoint les rangs du FLN. Sa discipline, son intelligence stratégique et son sens de l'organisation lui permettent de gravir les échelons rapidement. En 1965, Boumediene est devenu président de la République algérienne. Son ère sera marquée par des réformes profondes. Comme en 1971, avec une étape historique pour le pays, la nationalisation des hydrocarbures ou encore la création d'industries lourdes avec des complexes dans le secteur de l'acier, de la pétrochimie et de l'énergie. Sur la scène internationale, Boumediene est un leader. Il défend les principes des non-alignés et surtout milite pour les droits des peuples opprimés, notamment la cause centrale, la question palestinienne. Houari Boumediene décède le 27 décembre 1978 des suites d'une maladie rare. Il demeurera une personnalité incontournable de l'histoire algérienne. Son nom continue de résonner dans les mémoires, incarnant une période de défis et d'espoir pour l'Algérie indépendante.
À l'étranger, les Marocains ont de nouveau battu le pavé. Les manifestants ont dénoncé la politique du fait accompli, adoptée par le régime du Merzen, notamment au sujet de la normalisation avec l'État sioniste. Une politique qui ignore totalement la volonté du peuple farouchement opposé à cette démarche. Ekram Qadi et Mejdad Ahmoud dans ce papier. Entre pauvreté galopante, hausse de coût de la vie, le Maroc s'enfonce dans une spirale de crise avec des tensions sociales interminables. Les citoyens marocains semblent pris au piège d'un système incapable de répondre à ses besoins les plus élémentaires. La dégradation a même touché le secteur de la santé. Désormais paralysé par une vague de protestations menées par les médecins, ces derniers rejettent deux projets de loi controversés, l'un sur la grève et l'autre sur la retraite, qui les privent des droits essentiels tout en renforçant des pratiques jugées abusives. Résultat, un blocage des hôpitaux et une population encore plus vulnérable. Nous sommes là pour concrétiser nos revendications. Il est inadmissible de priver subitement le fonctionnement du secteur public de ses droits. Nous refusons catégoriquement tout dialogue qui pourrait nous priver de nos droits fondamentaux, touchant à nos acquis en tant que professionnels de la santé. Même si les manifestations des Marocains sont pacifiques, le Merzen refuse toujours toute discussion, confirmant ainsi sa gestion autoritaire qui aggrave davantage la situation. Mais le malaise ne s'arrête pas là. La normalisation avec l'entité sioniste, imposée contre la volonté des Marocains, prouve que la priorité du Merzen n'est pas son peuple. En effet, ce régime reste au service des intérêts étrangers, laissant son peuple dans une précarité croissante. Les Marocains, délaissés sur tous les fronts, se heurtent à un mur d'indifférence, une situation où l'aspiration à la dignité et la justice sociale restent sans réponse. Nous restons au Maroc où les voix dissidentes dérangent. Le régime du Merzen continue de réprimer les militants marocains des droits de l'homme qui soutiennent le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Ces militants font l'objet d'une campagne acharnée et une série d'arrestations. Amel Bouarma. La position de l'association marocaine des droits humains est claire. Nous sommes en faveur du droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Nous apportons notre soutien constant au principe d'autodétermination tel que défini par les résolutions successives du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Maroc, défendre les droits des Sahraouis reste une ligne rouge que peu osent franchir. Aziz Rali l'a fait. À la tête de l'Association marocaine des droits humains, il a brisé ce tabou en portant un regard critique sur la situation dans les territoires sahraouis occupés. Une position qui fait trembler le Merzen. Dans un communiqué rendu public, l'association est montée au créneau dénonçant les attaques virulentes qui ciblent Aziz Rali, qui n'a fait qu'exprimer la position de l'association à l'égard de la cause sahraoui tout en refusant de subordonner les droits humains à des considérations politiques. Dans le même sillage, le journaliste marocain Jawad Al-Hamidi a été arrêté à cause de ses prises de position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Le cas de Jawad Al-Hamidi est particulier. Il fait partie des rares journalistes marocains qui reconnaissent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il a écrit des articles très dérangeants sur le régime du Merzen. C'est la cause essentielle de son enlèvement. Autant dire que les entraves à la liberté d'expression et les violations des droits humains se succèdent au Maroc. Après s'être enfoncé dans le bourbier de la normalisation avec l'entité sioniste, le régime du Merzen s'acharne contre les militants des droits de l'homme, multipliant les pratiques répressives pour étouffer les voix libres qui s'opposent à sa politique expansionniste.
Et justement, l'année 2024 a été marquée par des avancées historiques pour le Sahara occidental, notamment avec la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui vient ruiner les allégations du Mersenne sur une prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. La haute juridiction européenne avait, rappelons-le, invalidé définitivement 2 accords commerciaux sur la pêche et l'agriculture au Sahara occidental. Elle a également réaffirmé que le Sahara occidental dispose d'un statut propre et distinct par rapport à celui du Maroc. Retour sur ces avancées avec Majda Jahmoun. Un tournant décisif, c'est ainsi que les Sahraouis qualifient l'année 2024 pour la cause sahraoui. Une année qui a vu la Cour de justice de l'Union européenne invalider 2 accords commerciaux illégaux entre l'Union européenne et le Maroc, réaffirmant le statut distinct et séparé du Sahara occidental. Une décision qui renforce le rôle du Front Polisario en tant que représentant légitime du peuple sahraoui et établit un cadre juridique clair pour l'Union européenne, sapant ainsi les fondements économiques de l'occupation marocaine. Les entreprises opérant dans les territoires sahraouis occupés sont désormais sous pression. Le Front Polisario a averti qu'il engagerait des poursuites judiciaires ciblées pour faire respecter les décisions internationales. La Cour de justice de l'Union européenne a privé ainsi le Maroc de moyens économiques essentiels pour maintenir son occupation. Une avancée saluée comme un jalon majeur dans la lutte judiciaire sahraoui. Sur le plan international, l'année 2024 a vu le Sahara occidental renforcer son statut de territoire à décoloniser. En effet, l'Assemblée générale des Nations unies a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, malgré les tentatives marocaines de contourner ce cadre. Cette reconnaissance maintient la question sahraoui au centre des débats onusiens, confirmant son importance dans l'agenda international. Les diplomates sahraouis ont intensifié leurs efforts pour défendre la cause sahraoui. Oubi Bouchraya Bachir a salué les progrès réalisés malgré des défis croissants, soulignant le rôle crucial des résolutions onusiennes dans la légitimité de leur lutte. Les victoires politiques et juridiques de 2024 ont accru la visibilité de la cause sahraoui sur la scène internationale. En 2024, la cause sahraoui a franchi une étape majeure grâce notamment à toutes ces avancées juridiques et diplomatiques qui affaiblissent la position marocaine et qui renforcent les espoirs d'une solution conforme au droit international, inscrivant cette année dans l'histoire comme un jalon crucial pour la décolonisation du Sahara occidental. Sport à présent avec la clôture de la semaine olympique Sport Sud qui s'est tenue à El Oued, un événement qui vise la promotion de la jeunesse des régions du sud du pays en se mobilisant autour des activités sportives. Le bilan est plutôt positif selon les organisateurs qui ont notamment insisté sur la participation record à cette compétition. C'est Ahmed Bouraï. Après presque une semaine de compétition, la semaine olympique Sport Sud a pris fin. Place désormais au bilan. L'ensemble des disciplines ont eu en quelque sorte une bonne participation. Alhamdulillah. Surtout, on est dans la discipline boxe où il y a une bonne ambiance. Le plus important, c'est l'esprit convivial entre les jeunes. C'est ça l'esprit de la semaine olympique. Et en même temps, on a découvert beaucoup de jeunes talents qui sont surtout au niveau du judo, au niveau de la boxe et au niveau de l'athlétisme. Donc, même il y a des participations des jeunes de la wilaya de l'Oued où ils ont eu des médailles. En même temps, ils n'ont pas de ligue, donc c'est une opportunité pour nous pour créer des ligues au niveau de la wilaya de l'Oued. L'événement a été rehaussé par la présence de médaillés olympiques comme Hassib Aboulmarqa et Jabal Sidjati. رانا هنا نشجعوا في الرياضيين باش ان شاء الله في المستقبل يكونوا نشوفوهم ابطال اولمبيين ما تعرفش كاع وين يكون البطل الاولمبي. Les participants issus de 18 wilayas du sud se sont donnés à fond. هذه ثاني مرة نشارك في الأسبوع الأولمبي هذا وإن شاء الله نكاليفا شامبيونا ناسيونال إن شاء الله. المنافسة كانت مليحة
تعرفنا على بزاف ناس صح الستريس كان شويه في الاول قوي مي اونفا كانت فرحه كي ربحت لا ميداي دور. سباق عادي في ولاد واد سوف طقس جيد بالنسبه للعدائين ماهوش في المستوى مش مستوى كبير. Rendez-vous l'année prochaine pour la 18e édition. Et du tourisme pour terminer, si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour vos vacances d'hiver, le lac Tonga peut être une belle destination. Situé au cœur du parc national d'Al-Qala, à l'est du pays, ce lac d'eau douce est classé Ramsar. Une fois sur place, vous aurez le privilège de découvrir des espèces rares et d'innombrables oiseaux migrateurs venus notamment du continent américain. Raouf Hamouche. Il s'agit là d'un parc mondialement connu pour sa biodiversité et ses sites protégés dans le cadre de la convention Ramsar. Celui qui vient ici n'est certainement pas prêt d'oublier son passage à Al-Talaf, une région qui vous ouvre ses bras et vous incite à découvrir ses multiples facettes. À l'image de la forêt d'Al-Qala, de l'Arboretum ou encore son célèbre lac Tonga. Des aspects qui vous laissent éblouis. كالم فاميليا بلاصه محترمه يجوا لها الناس كامل من الولايات كامل ورانا كامل هنا وين تلقى راحتك وين راك قاعد هنا وين نرتاح انا هنا وين نلقى راحتي وني مع صحابي نلموا بعضنا فان ترافاي ورانا مع بعضنا ونهار يجوز بالبيا والحمد لله نجيب لهنا نفوتوا الوقت كما نقولوا ملاح عليك فيزيكمون ومورالمون فيزيكمون من ناحيه هواء نقي تجي لهنا تلقى كما نقولوا تبعد على الشوارع هذيك ما تلقاش كما نقولوا تاع الطاكسيات سي او 2 ما تلقاش ولا تجي بصح لهنا تجي تريسبيري بيان. D'une superficie de 2700 hectares, le parc présente la particularité d'abriter des espèces rares venues de la lointaine Amérique qui ont trouvé en l'espace Arboretum du site Tonga le refuge idéal. L'Arboretum de Tonga a une particularité, il y a des essences naturelles composées d'ormes glutineux, de frênes, d'ormes. Aussi, on a des plantations artificielles, comme cette parcelle-là, c'est la parcelle du cyprichauve, Taxidium disticum. C'est le cyprès de la Louisiane. Les premières plantations datent de 1820. Ça, on peut le valoriser comme un site, un pôle d'excellence pour l'écotourisme. C'est un tourisme durable, un tourisme aussi qui n'est pas atteinte à la nature. La dernière étape de notre visite nous emmène au très célèbre lac Tonga, véritable don de la nature. Ce lac d'eau douce en communication avec la mer Méditerranée est classé zone humide d'intérêt mondial. La superficie du lac est recouverte à 90% d'une végétation émergente. C'est également un site de nidification d'un nombre important d'espèces. Le lac Tonga abrite chaque année au-delà de 40 000 oiseaux, composés en plusieurs familles, spécialement les familles Zanatidés. On a les canards de surface, les canards plongeurs. Pour le lac Tonga, on a presque 30 km le pourtour du lac Tonga pour l'écotourisme, soit pour les randonneurs, soit des randonnées VTT ou bien équestres. Ici, c'est Dar Chedli, le défunt président Chedli Benjdid, qui séjourne ici à lac Tonga pour la chasse, aussi pour la détente, pour faire passer ici du moment. Ici, parce que le lac Tonga, il est très riche en avifaune. C'est un gibier d'eau, colvert aussi, il y a plusieurs panoplies de canards. La richesse de sa biodiversité et l'abondance de ses ressources naturelles font du parc national d'Al-Qala un joyau du bassin méditerranéen. Un paradis pour les oiseaux migrateurs et un gisement exceptionnel de 3 écosystèmes, marins, lacustres et forestiers. Et avec ces images à couper le souffle, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain rendez-vous de l'actualité à 20h en langue nationale. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche à 19h.